Ça va peut-être vous paraître pertinent, peut-être pas, ou ça vous semblera peut-être surprenant, voire aberrant, ou pas, mais je compte bien essayer de me servir de jeux vidéo pour parler d'accompagnement et de santé, et plus particulièrement de santé psychique. Déjà parce que, selon moi, ça nous concerne tous et qu'on n'en parle pas assez, et ensuite parce que je pense que ça fait sens. Ça fait sens déjà parce que le jeu vidéo est une passion de plus en plus partagée, et que je l'ai vu devenir, comme toute autre passion d'ailleurs, une porte d'entrée à la relation et à la création du lien, ce qui pour moi est important puisqu'entrer en relation et créer du lien est au cœur même de mon métier. Ensuite, parce que je pense aussi que le jeu vidéo en dit beaucoup sur notre quotidien et sur le monde dans lequel on vit, numérique, hyper-connecté, interactif, dématérialisé. Je trouve donc intéressant de voir ce que le jeu vidéo a à nous raconter sur notre rapport au monde et sur notre quotidien, sur nos habitudes, nos usages, nos pratiques. Aussi de ce point de vue-là, c'est d'autant plus intéressant selon moi que depuis un certain temps, on parle déjà aussi de soins connectés dans le domaine de la santé. Du coup, je me dis qu'on pourrait peut-être nous servir de l'univers JV pour mettre en lumière ces soins-là et en discuter. Et puis enfin, ça fait sens aussi, je pense, parce que le jeu vidéo a toujours développé des moyens concrets pour placer les joueurs au cœur de leur expérience de gameplay. Du coup, comme on met un soin tout particulier dans le domaine de la santé et du social, à penser la personne au centre, de ses projets de vie, de son processus de rétablissement, de son expérience, de son réseau de soins, je me dis qu'on aurait tort de ne pas regarder du côté d'un univers pour lequel placer la personne au centre de son expérience a toujours été l'un des enjeux majeurs, voire une finalité. Maintenant, je ne vais pas en dire plus ici, puisque je vais détailler et préciser tout ça dans les prochaines vidéos. Cela dit, pour commencer, je vais d'abord juste préciser une ou deux choses, et puis je vais vous raconter ensuite comment j'en suis arrivé à vouloir parler d'accompagnement et de santé par le biais du jeu vidéo, histoire d'avoir un peu de contexte. Donc déjà quelques précisions, concernant d'abord le setting et la mise en scène de cette vidéo et des vidéos qui vont suivre, et là je m'adresse peut-être plus particulièrement aux personnes peu, voire pas du tout familières avec le jeu vidéo. Donc je tiens simplement à être clair sur un point, à savoir que sur la forme, je n'ai évidemment rien inventé. Donc la capture des images de jeu, l'incrustation caméra, c'est clair que ça existe depuis bien des années. À la louche, je dirais une dizaine, voire un peu plus d'une dizaine. D'ailleurs, c'est marrant de le souligner parce qu'avec la période Covid qu'on connaît, on est nombreux à avoir eu l'occasion de vivre ce genre de setting et de mise en scène, en visio, en distanciel, via des programmes comme Zoom et autres. Et on s'est rapidement habitué à apparaître en caméra sur des PDF, parfois sur des fonds verts, etc. Bref, mais donc pour le jeu vidéo, ça fait plus de 10 ans que les joueurs, joueuses, les geeks, les gameuses et les gamers créent du contenu de cette façon-là. Et encore, là je suis pas en live, j'ai pas de chat affiché, donc pas d'interaction directe, ce qui existe aussi depuis bien des années dans le gaming. Bref, donc en gros, c'est le genre de mise en scène que vous pouvez voir sur Twitch, sur YouTube ou sur d'autres plateformes, qu'il s'agisse de let's play narratif, comme c'est un peu entre guillemets le cas de ce que je vais faire ici, ou qu'il s'agisse d'autres types de formats ou de contenus comme des roleplays, des playthroughs, des walkthroughs ou encore des speedruns et autres, etc. D'ailleurs, pour celles et ceux qui souhaiteraient s'informer et en découvrir davantage sur le jeu vidéo et son univers, n'hésitez pas à aller regarder du côté des sites spécialisés, des programmes télé qui y sont dédiés, ou bien entendu encore du côté des créateurs de contenu, des streamers et des youtubeurs. Vous trouverez en description différents sites que vous pourrez consulter si vous souhaitez creuser un peu la question, ou encore des chaînes YouTube ou Twitch qui pourraient aussi vous servir de porte d'entrée dans l'univers JV. Sinon, pour celles et ceux qui se seraient attendus à un let's play narratif en mode simulation, commande du poste de pilotage, de la locomotive et tout ça, à savoir que le jeu est plutôt pensé de base pour ça, autant vous dire que là, ça ne va pas du tout être le cas. Enfin, je ne devrais pas dire pas du tout, vous en aurez quand même un bref aperçu en fin de vidéo. Mais pour résumer, le jeu ici va principalement me servir de décor et donc je vais me contenter de jouer en mode passager, chill, mode tranquille quoi. En même temps, pour rien vous cacher, il m'est arrivé assez souvent de me lancer quelques parties dans cette configuration-là, et à dire vrai, c'est comme ça que j'aime jouer à ce jeu-là. Quoi qu'il en soit, maintenant que tout ça est dit, je vais donc pouvoir vous raconter à présent l'histoire de comment j'en suis arrivé à me dire un jour que j'allais utiliser les jeux vidéo pour parler d'accompagnement et de santé. Et cette histoire, elle débute en 2017, et elle commence sur un quai de gare. Raison pour laquelle on se retrouve donc ici, dans Train Sim World, que j'ai capturé sur Xbox. Et donc, comme chaque jour, je rentrais chez moi en train. Le décor est à peu près celui que vous avez sous les yeux. Il faisait beau, c'était fin d'après-midi. J'avais terminé ma journée de travail un peu plus tôt et je venais de passer en magasin pour acheter la Nintendo Switch qui venait de sortir. Donc la Nintendo Switch, cette console-là, avec donc son dock, ses Joy-Con, et puis aussi son support à Joy-Con, donc la manette, le contrôleur de jeu que voici. Et puis j'avais aussi acheté ce jour-là, ce jeu-là, donc Zelda Breath of the Wild.
Et donc, sur le chemin du retour, le temps du trajet, j'avais donc pris en main cette nouvelle console et je l'avais retournée un petit peu dans tous les sens pour voir de plus près ce qu'elle proposait comme expérience en termes d'ergonomie et tout ça. Et puis, en la scrutant sous toutes ses coutures, je m'étais mis à réfléchir au concept de la machine, donc une console hybride à la fois portable et de salon, qu'on peut emmener partout et qu'on peut aussi docker à sa télé pour jouer chez soi en fixe sur grand écran. Et là, j'avais été assez vite bluffé, en fait, par ce que j'avais sous les yeux. Déjà par la modularité de la machine, mais ensuite aussi par son adaptabilité et la mobilité qu'elle allait me permettre. Et là, ce qui s'est passé, c'est que ça m'a fait penser à mon travail, aux réflexions qu'on avait avec mes collègues à ce moment-là. Alors pour resituer, je travaille toujours, au sein d'une équipe mobile d'intervenants psychosociaux, et on s'interrogeait précisément sur des questions de mobilité, d'adaptabilité, d'agilité, de fluidité, que ce soit en termes organisationnels, structurels, mais aussi en termes d'accompagnement. Et donc là, j'avais devant moi un objet qui faisait écho à tout ça et qui me donnait l'impression d'apporter un éclairage intéressant sur les questions qu'on se posait. Mais l'histoire ne se termine pas là. À un moment donné, je lance le jeu, donc le Zelda que je vous ai montré. Et là, dans son gameplay, dans les moyens que ce jeu propose aux joueurs, aux joueuses pour parcourir et expérimenter son environnement, et aussi dans sa manière de penser l'open world, donc le monde ouvert dans lequel le personnage évolue, il m'a très vite donné la sensation d'être au centre de l'univers qu'il proposait. Et encore une fois, ça m'a renvoyé à mon domaine d'activité, domaine dans lequel on se questionne souvent sur le sens et la signification d'être au centre. Conséquence de tout ça, après, je me suis intéressé de plus près à l'histoire des jeux vidéo, à leur philosophie, aux mécaniques de gameplay, au game design. Je découvre alors différents ouvrages, différents auteurs qui ont travaillé ces sujets-là. Pour certains travaillant dans l'industrie du jeu vidéo, pour d'autres liés étroitement à ce domaine-là. Donc ça pourra être autant des game designers comme des philosophes ou des psychologues, etc. Encore une fois, je vous détaille tout ça en description pour celles et ceux que ça intéresserait. Et du coup, c'est à ce moment-là que je me dis, ok, c'est ce support-là, donc le jeu vidéo lui-même, que je vais utiliser pour parler d'accompagnement et de santé. Parce que selon moi, le support fait sens. Il fait sens, encore une fois, parce que passion porte d'entrée, parce que le monde dans lequel on vit, parce que les soins connectés, et parce que la personne au centre. Bref, je vous invite à visionner les prochaines vidéos où je vous propose d'aborder plus en détail ces questions-là. Sur ce, si vous êtes curieux de voir de quelle manière on pilote ce genre d'engin, ne bougez pas, et sinon, je vous dis à bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Bienvenue dans cette locomotive électrique BR 185.2 en livrée DB Rayon. Durant cette courte introduction, nous allons voir les procédures de démarrage et d'arrêt. Pour commencer, montez à bord. La batterie alimente le pupitre de conduite avec lequel vous pouvez interagir. Cette locomotive est alimentée en électricité par une caténaire grâce au bras de contact installé sur le toit. Pour rendre cela possible, nous allons devoir configurer et lever le pantographe. Vous passerez beaucoup de temps dans le siège du conducteur. Pour préparer la locomotive, utilisez l'interrupteur principal. Les phares sont importants pour indiquer aux autres que la locomotive est opérationnelle. À présent, nous devons attendre que le système de frein se charge. Cela prendra 1 ou 2 minutes. Maintenant, activez le pantographe pour qu'il se lève et entre en contact avec la caténaire. La locomotive peut maintenant être alimentée. Le disjoncteur principal assure le contrôle. Lorsque vous effectuez un arrêt prolongé ou quittez la cabine, le frein de stationnement est activé. Nous allons devoir le désactiver pour avancer. Utilisez l'interrupteur principal pour indiquer la direction souhaitée. Le frein du train est utilisé lors des opérations de ligne ordinaire.
Étant donné la taille et le poids de ce train, une légère traction sera nécessaire pour surmonter la friction initiale et éviter toute surcharge des systèmes électriques.